Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Silmo News, votre émission dédiée à l'actualité du Silmo et de la filière optique lunetterie. Aujourd'hui, cette émission est dédiée à un acteur majeur de l'industrie de la lunette, le groupe Derigo. Le groupe Derigo est né en 1978, il y a 48 ans, à Belluno, aujourd'hui présent dans plus de 100 pays avec plus de 3400 collaborateurs et un portefeuille de marques qui mêle marques propres et licences de grandes maisons de mode. Pour en parler, Michael Dorian reçoit aujourd'hui Romain Vanini, directeur général de Derigo France. Bonjour à tous les deux. Bonjour Romain Vanini. Bonjour Michael. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler en détail du groupe Derigo, avant d'évoquer l'actualité du groupe, un mot peut-être sur vous. Quel a été votre parcours avant d'arriver chez Derigo ? Alors, je viens de l'industrie du retail, de la beauté. J'ai fait mes premiers pas chez Sephora, sur les Champs-Élysées. Et au fur et à mesure, je suis passé dans différentes sociétés. Et il y a 11 ans exactement, j'ai rejoint le groupe Safilo dans l'industrie de l'optique. Et voilà, ça fait 11 ans maintenant que je suis dans l'industrie de l'optique. Qu'est-ce qui vous a attiré en particulier dans cette entreprise ? Chez Derigo ? Chez Derigo. C'est la société qui est une société indépendante, italienne, et surtout de pouvoir être à la tête d'une filiale française avec mon équipe à Oyonnax ou sur le terrain. Alors le marché de l'optique est assez particulier, et on parle souvent de cette croisée de la mode, de la santé visuelle, de la distribution également. Il y a évidemment énormément de paramètres qui sont réunis. Qu'est-ce qui vous passionne dans cet univers ? Le fait d'avoir une multitude d'options à travers nos marques, à travers nos clients. C'est un métier aujourd'hui qui n'est pas du tout routinier, puisqu'on va pouvoir proposer différentes solutions, matériaux, marques, innovations à nos opticiens. Alors concernant le groupe Derigo, 23 filiales aujourd'hui au sein de ce groupe. Il est présent dans plus de 100 pays, emploie plus de 3400 collaborateurs dans le monde, ce qui est considérable. Son portefeuille comprend 27 collections de lunettes, dont 4 marques propres, Police, Lotza, Yalea et Sting. Police, c'était évidemment la marque originale. Oui. C'est ce qui a fait naître finalement le groupe Derigo. C'est en effet, l'histoire de Police, c'est aussi l'histoire du groupe Derigo. Puisque le groupe Derigo a été créé en 1978 et 5 ans plus tard, 1983, c'est la naissance de la marque Police. Donc l'histoire de Derigo est indissociable de celle de cette marque. Aujourd'hui, elle est indissociable, et le succès du groupe Derigo, c'est aussi le succès de la marque Police. Alors qu'est-ce qui explique le succès de cette marque Police ? La marque Police a été lancée en 1983 sur plutôt la catégorie solaire. La marque Police a toujours été le vecteur de la liberté, du rêve américain. Et c'est vrai que dans les années 80, il y avait très peu de marques présentes sur ce segment solaire. Et tout de suite après, 5 ans plus tard, il y a eu la collection optique. Et le groupe Derigo a rapidement identifié que cette marque-là pouvait grossir au-delà de l'univers de l'optique. C'est pour ça que quelques années plus tard, les parfums ont été lancés, les montres ont été lancées, et aujourd'hui, c'est une marque qui est une marque globale et puis une marque d'optique. Le portefeuille du groupe Derigo comprend, je le disais, 4 marques propres et 23 marques de licence de mode. Vous me parliez évidemment du succès de Police. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la marque Police, qui est une marque propre à Derigo, aujourd'hui, finalement, est aussi devenue une licence pour d'autres partenaires ? En tout cas, elle a amené d'autres licences à se concentrer sur le savoir-faire du groupe Derigo. Le succès de Police a permis... de parfums, de montres, c'est-à-dire que vous... voilà. Exactement. Après, ça a été l'effet inverse. C'est ça, c'est l'effet inverse. Les années 80, en effet, ont été l'émergence de nombreuses marques à vouloir se diversifier. L'optique et les montures solaires ont été un des produits aussi d'appel. Et bien sûr, on a capitalisé sur de nombreuses licences qui ont rejoint le groupe Derigo. Parmi elles, il y a Furla.
qui est la seconde marque du groupe aujourd'hui en termes de succès, et qui s'inscrit dans un positionnement extrêmement différent finalement de celui de Police. Oui, complètement. Déjà, on est sur une marque italienne, 100% féminine, une marque qui est très connue dans le monde sur la partie de la maroquinerie, la petite maroquinerie. Et donc, on essaye de reprendre à chaque fois sur la marque Furla tous les attributs de la marque en maroquinerie. Ça va être tous les inserts qu'on peut retrouver sur de la petite maroquinerie. On va également les réinterpréter sur les branches de la marque. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre le travail, évidemment, que De Rigo effectue sur ses marques propres, sur lesquelles, évidemment, il y a une totale liberté. Et là, je le disais, 23 marques de licence de mode. Là, c'est un travail qui se fait forcément à plusieurs mains. On est en effet sur un travail tout le temps à 4 mains. C'est-à-dire que les 2 premières mains sont plutôt le design de la maison, de la licence. Et ensuite, nous, on a notre designer maison, Enrico Furlan, qui vient réinterpréter et puis surtout remettre techniquement la réalisation du projet. Alors, concernant le marché de la licence, la lunetterie est une industrie assez particulière. Beaucoup de collections que l'on retrouve chez les opticiens sont issues de licences entre les marques de mode et les industriels. Aujourd'hui, de nombreuses maisons de mode confient la conception, la production et la distribution de leurs lunettes à des groupes comme De Rigo. Pourquoi ce modèle de licence s'est-il imposé finalement dans le domaine de la lunetterie ? Le premier point, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire d'un industriel dans la confection, la fabrication, la distribution. Aujourd'hui, certaines licences n'ont pas la capacité à intégrer 100% de ce savoir-faire, de la distribution. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font quand même ? Oui, bien sûr, vous avez des groupes notamment de luxe aujourd'hui, qui ont tout intégré, mais cette intégration, elle est aussi visible dans l'univers de la beauté. Donc c'est assez logique qu'il y ait des groupes aussi aient les capacités de tout intégrer et de verticaliser leur modèle. Ce n'est pas encore le modèle majoritaire. Non, heureusement pour De Rigo. Exactement, ce n'est pas le modèle majoritaire. Parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui dans la mode, dans l'automobile. On va parler de Porsche Design, par exemple. Il y a beaucoup de marques qui souhaitent se diversifier. Et aujourd'hui, la diversification, elle ne peut se faire qu'à travers des partenaires qui en ont les capacités et le savoir-faire. Alors, qu'est-ce que cela apporte, finalement, aux marques de mode de se diversifier ? On parlait de parfums, on parlait de montres et évidemment, dans le domaine de l'optique. L'optique comme le parfum, ou on va même parler de l'horlogerie, ce sont des produits d'appel. C'est surtout aussi des produits de mode. Et donc pour finir un look, je vais vous parler par exemple de la marque Nina Ricci, pour finir un look Nina Ricci, la monture vient en effet réaffirmer un look Nina Ricci ou sur d'autres marques. Donc voilà, l'optique et le solaire sont avant tout aussi devenus désormais des accessoires de mode. Et c'est la raison pour laquelle les licences se concentrent aussi sur ces produits. Alors, avec la particularité que l'optique ajoute aussi un élément qui n'est pas négligeable, on l'évoquait notamment tout à l'heure, c'est celui de la santé visuelle. Oui, l'optique reste un dispositif médical, donc, mais pour les licences, ça reste aussi une entrée sur un marché qui n'est pas du tout connu, donc l'optique, et aussi bien sûr la catégorie solaire. Alors, à l'inverse, qu'est-ce que cela apporte à un groupe comme De Rigo ? Aujourd'hui, c'est devenu, le marché de la licence est devenu une part très importante, peut-être même la plus importante finalement de votre portefeuille de marque aujourd'hui. L'apport, c'est tout simplement d'être un garant. Aujourd'hui, on a la possibilité de valoriser ce que l'on fait auprès d'autres licences et ça permet de rendre attractif notre savoir-faire pour accueillir de nouvelles licences. Et c'est un vrai, c'est-à-dire évidemment, il y a le savoir-faire de Rigo en matière d'optique, en matière de création, de design optique. Il y a évidemment le savoir-faire, on le disait, des marques qui font appel à vous, mais elles font aussi appel à vous parce que vous avez cette maîtrise aujourd'hui, justement, de la licence, parce que ça aussi, c'est un travail à part entière. Comment est-ce qu'on fait pour traduire l'ADN d'une marque de mode dans une collection de lunettes ?
Ça, c'est pas évident aussi. Non, c'est un gros travail se fait en amont. Déjà comprendre les desiderata de nos licences, quelles vont être dans 2 ans les tendances auprès des défilés, sur les défilés, les tendances en termes de couleurs, en termes de forme, en termes de matériaux. Et donc on travaille en effet à horizon 18 mois, 24 mois, déjà avec nos licences pour retraduire dans nos collections à venir ce que les licences souhaitent voir mis sur le marché. Dans ce domaine-là, quelle est votre liberté en termes de création vis-à-vis justement de ces marques de luxe, de ces marques de mode? Est-ce que cette liberté, elle se définit justement en amont avec le partenaire et autrement dit, elle est peut-être différente d'une marque à l'autre? Il y a peut-être des marques de mode qui vous donnent davantage carte blanche que d'autres. Comment est-ce que ça se passe exactement? Alors aujourd'hui, ça va dépendre des licences. Ouais, c'est ça. En fonction des premiers jets, des premières collections, vous avez des licences qui nous font désormais intégralement confiance sur la mise sur le marché, sur la confection, sur notre savoir-faire. Sur certaines collections, en effet, on a besoin encore de travailler à 4 mains. On a malgré tout une très grande liberté de conception et de mise sur le marché. Aujourd'hui, ce sont des contrats qui sont évidemment stratégiques. Oui. Comment est-ce que, on le disait aujourd'hui, il y a 23 marques de licences. Oui. La toute première, c'était Furla. C'était Furla. Furla, c'était la toute première. Et la dernière? La dernière qui est rentrée en portefeuille, alors c'est une acquisition, mais on va dire que c'est la marque Rodenstock en 2022. Donc une acquisition, c'est-à-dire qu'elle était déjà, ils avaient déjà effectivement, ils développaient déjà leur marque dans le marché de la lunette. Exactement. Alors, ça date de 2022. Le groupe de Rigaud a souhaité acquérir du coup la division optique de Rodenstock avec 2 collections, la marque Porsche Design et la marque Rodenstock, donc qui était déjà implantée. C'est une vraie acquisition, c'est pour renforcer le savoir-faire du groupe de Rigaud sur ce segment-là. Et en effet, ça nous a permis aussi d'avoir une meilleure couverture dans le monde grâce à ces 2 nouvelles collections. D'ailleurs, tout à l'heure, on citait Furla, qui était la 2e. Il y a fort à penser aussi que cette année, Porsche Design sera la 3e marque. La 3e marque. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les chiffres qui sont les résultats de 2025 et en effet les résultats de 2026 qui sont déjà très porteurs. Comment se passe justement, alors vous allez nous dire, ce que vous pouvez d'ailleurs nous dire, parce qu'il y a peut-être évidemment des choses qui sont aussi peut-être confidentielles, mais qui peuvent intéresser aussi tous les acteurs de l'optique qui nous regardent. Comment est-ce que justement se dessinent, comment est-ce que se négocient ces contrats justement de licence avec les marques? La première chose, c'est de venir visiter nos usines à Langaronnais. C'est un des points importants pour comprendre notre savoir-faire. Et donc nous, on accueille en effet des marques, des nouvelles marques, en les incitant à venir visiter nos usines, rencontrer nos équipes pour comprendre comment on réalise une monture du dessin jusqu'à sa mise sur le marché. Et ça, c'est très important parce qu'on a un savoir-faire, il est en Italie et c'est le premier point. Alors, vous le dites effectivement, votre savoir-faire est en Italie, mais la place du marché français dans la stratégie de Rigaud, elle est extrêmement importante aussi. Les attentes des opticiens français sont-elles différentes de celles d'autres marchés? Alors, on va dire que sur le marché européen, on a une place très importante, mais les besoins sur un marché européen ne varient pas trop sur les licences. Bien sûr qu'on va avoir des licences, Zadig & Voltaire et Nina Ricci qui sont des marques françaises. Aujourd'hui, bien sûr qu'elles sont premières sur le marché français, mais on n'a pas de grosses différences d'attente sur le marché. On a même la chance d'avoir sur le marché français un marché avec un niveau de besoin en santé visuelle qui est encore plus important que sur d'autres marchés. Zadig & Voltaire, Nina Ricci sont premières sur le marché français devant Police et Furla? Non, le premier marché dans le monde, c'est le marché français pour les collections Zadig & Voltaire et Nina Ricci. La première marque en France, c'est bien sûr Police. Ça reste Police. Qu'est-ce que les opticiens attendent aujourd'hui d'un partenaire industriel comme de Rigaud? L'accompagnement, comprendre les besoins et puis surtout le service. Le service. Voilà.
Alors le service qui englobe beaucoup de volets. C'est le service déjà sur la partie la livraison, le service en marketing, en formation, le suivi, le service après-vente. Et ça fait partie des points forts du groupe de Rigaud, c'est aussi sa relation avec les opticiens. On garde beaucoup de... L'humain est au cœur de nos relations aussi sur le marché français. C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, vos clients opticiens, finalement, travaillent vraiment main dans la main avec de Rigaud sur effectivement l'accompagnement et notamment sur effectivement le service après-vente. Il n'y a pas que le service après-vente, mais en effet, c'est un partenariat main dans la main, dans le choix des collections. Dans le choix des collections aussi. Dans le fait d'être encore plus référents sur leur zone de chalandise. On essaie de les accompagner sur des initiatives, sur de la mise en avant de nos collections, dans leurs vitrines, sur un conseil un peu plus appuyé sur des attentes de la part des porteurs finaux. C'est-à-dire qu'il y a une écoute au sein du groupe de Rigaud, justement, des attentes des opticiens aussi en termes justement peut-être de développement du groupe de Rigaud sur peut-être des acquisitions de futures licences. Vous écoutez un peu ce que vous dites les opticiens, justement, peut-être de retours qu'ils peuvent avoir eux en magasin directement avec la clientèle? Alors, toujours. Et la couverture sur 100 pays du groupe de Rigaud, je ne parle pas que de la France, ça nous permet quand même d'avoir beaucoup de remontées. Beaucoup de remontées. Et ces remontées de nos opticiens, elles sont précieuses, mais extrêmement précieuses, parce que ça nous permet de C'est votre lien avec la clientèle, en fait. Oui, et puis la plupart du temps, on a aussi des remontées sur des choix de formes, des montures qui seraient attendues sur la marque Police ou sur d'autres. Aujourd'hui, on est quand même assez réactif. Je vais vous donner un exemple. Un opticien, il y a 2 ans, il nous dit « ce serait bien qu'on puisse avoir une face de cette couleur-là ». En 6 mois, on avait été en mesure de la développer et 2 mois plus tard de la mettre sur le marché. Donc on est extrêmement à l'écoute de nos clients parce que ce sont les premiers qui vont aussi être face à nos porteurs finaux. Vous êtes venu avec 3 modèles de lunettes, justement. On va pouvoir voir ces modèles qui illustrent réellement le travail du groupe de Rigaud. Il y a notamment un modèle Police, bien sûr incontournable. On ne peut pas parler, on l'a dit dès le début de cette émission, on ne peut pas parler de Rigaud sans parler de Police. On va commencer avec ce modèle, qui est un masque. Alors c'est un masque en effet sur la collection Police, c'est une nouveauté de janvier 2026. D'accord, donc elle vient d'être mise sur le marché. Cette monture, c'est un masque donc, qui a été signé par Zac Efron, qui est l'ambassadeur de la marque de Police depuis 1 an. Et donc alors on ne pourra pas le voir au niveau de l'éclairage, mais c'est un verre qui permet de passer d'une catégorie 1 à une catégorie 3 en moins d'1 seconde. Donc c'est un verre qui change de teinte. Exactement. Voilà, donc c'est sans pile, sans batterie, c'est un verre qui permet de passer d'une catégorie 1 à une catégorie 3. C'est un vrai confort lorsque l'on va conduire, lorsqu'on va faire du sport. Et c'est une innovation qu'on a souhaité mettre sur le marché. Donc en effet, il faut une lumière vraiment naturelle pour pouvoir voir la différence. C'est-à-dire qu'on peut le porter donc en intérieur? Alors oui, ça reste quand même une monture. Catégorie 1. Catégorie 1, on va dire que c'est vraiment pour avoir... Il y a une légère teinte. Une légère teinte. Catégorie 3, c'est vraiment pour pouvoir en effet avoir un meilleur confort de vue. D'accord. Et ça, c'est une innovation, et c'est pour ça qu'on a voulu la mettre sur notre monture Police du moment. Donc c'est un verre iride. Exactement, c'est la technologie iride que l'on a mis dans ce masque. Et le modèle de ce masque? Oui. C'est parce que moi j'ai SPLU 84. C'est ça. Alors bon, nous on appelle en interne le modèle Zac Efron, puisqu'il le porte et il est ambassadeur sur ce modèle-là également. Alors deuxième modèle, une création pour Zadig & Voltaire. On le disait, Zadig & Voltaire qui est évidemment une marque française. Le marché français est très féru de ces lunettes Zadig & Voltaire qui sont donc proposé par le groupe de Rigaud. Et là, vous allez nous parler de ce modèle qui est assez particulier. Alors, oui, c'est un peu un coup de cœur aussi sur la marque Zadig & Voltaire. Je ne vous cache pas que toute l'équipe, quand vous êtes arrivé avec les 3 paires de lunettes, toute l'équipe ont focalisé sur ce modèle parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur toutes les paires de lunettes, c'est ces petits piercings. Exactement. Alors, c'était une monture, en effet, avec des piercings intégrés, donc intégrés dans le verre et dans la monture. Là, on rappelle le côté rock de la licence Zadig & Voltaire et une réinterprétation aussi des ailes
de la marque. Donc on retrouve dans la parfumerie aussi. Ça, c'est plutôt le côté glamour de la marque Zadig & Voltaire. Là, c'est le résultat, en effet, de ce qu'on disait tout à l'heure, le travail à quatre mains sur le design, sur les attentes de la licence, et pour pouvoir mettre sur le marché un produit à l'image de notre marque. Alors justement, ça c'est intéressant parce que là, le premier modèle, on était sur un modèle Police. Oui. Qui est donc une marque propre du groupe de Rigaud. Là-dessus, vous avez eu une totale liberté. Alors, c'est un modèle qui s'appelle Zac Efron. Ça veut dire, est-ce que vous lui avez demandé son avis quand même? Non, il est ambassadeur. Il a juste apposé sa signature sur l'une des branches. Voilà. Voilà. Mais par contre, on a une liberté totale. Et en effet, il est ambassadeur de la marque. Donc, il est ambassadeur, mais il n'a pas son mot à dire. Non. Il est ambassadeur, il a mis sa signature et il est rémunéré. Donc, il n'a pas son... Il nous confie son image voilà, pour représenter la marque Police dans le monde entier. Donc ça, c'est l'avantage justement de pouvoir développer ses propres marques. Oui. Ça veut dire que là, vous faites ce que vous voulez. Et on est en capacité aussi d'avoir le choix dans nos ambassadeurs, oui, dans l'image de la marque sur les marchés. Ce qui n'est évidemment pas le cas lorsqu'il s'agit par exemple de Zadig & Voltaire. Non, en effet, là, on a besoin d'avoir un processus de validation avec la licence, de la création à la production jusqu'à la mise sur le marché. Comment ça s'est passé justement concrètement pour ce modèle? Est-ce que, voilà, on va pas tout détailler, mais est-ce que l'idée des piercings, elle était de vous? Est-ce qu'elle était de Zadig & Voltaire? Non, l'idée des piercings, on a fait un test sur un produit. La licence a beaucoup aimé vraiment cet élément de différenciation. Là, je vous ai ramené qu'un modèle, Michael, mais sur la collection Zadig & Voltaire, il y a une multitude maintenant de montures où on a la possibilité d'intégrer cette notion de piercing. Et aujourd'hui, voilà, ça fait partie maintenant des codes de la marque en solaire d'avoir apposé ces piercings. Mais c'est venu d'une proposition de Rigaud. Exactement. Les ailes, en revanche, ici, c'est une volonté de la marque, de notre licence Zadig & Voltaire, de toujours les apposer de manière différente. Mais là, c'est un beau rappel de la collection. Donc voilà, donc ça c'est pour Zadig & Voltaire. Le troisième modèle, on reste également encore sur une marque française, avec Nina Ricci. Modèle un peu plus classique, mais en même temps c'est une marque qui est un peu plus classique par rapport à Zadig & Voltaire, donc on reste dans l'ADN de cette marque. Il reprend le design du nouveau parfum de la marque, c'est ça? Exactement. Alors le parfum Vénus qui a été lancé en 2024, et là c'est également une demande de la licence de pouvoir avoir toujours ce lien entre le parfum et un accessoire. Donc ici, c'est une monture optique. Bien sûr que on a une déclinaison sur les montures solaires. Et si je mets cette branche dans ce sens-là, on retrouve en fait les stries du coquillage du flacon. Parfum. D'accord. Et là, on a le lien immédiat entre le parfum, la maison aussi de haute couture et les montures que l'on est en mesure aujourd'hui de mettre sur le marché. Et ça peut leur permettre peut-être à l'avenir de sortir pour les fêtes un coffret avec le coquillage, le parfum, la paire de lunettes et une monture solaire avec dans le coffret. Et comme ça, on reste dans l'harmonie de la marque et du parfum Vénus. Est-ce que les liens entre parfum, mode et lunetterie sont aujourd'hui beaucoup plus importants qu'ils l'étaient avant? On a cité deux collections, Zadig & Voltaire et Nina Ricci. Aujourd'hui, c'est indéniable. Quand il y a un lancement de parfum sur Zadig & Voltaire, on voit rapidement l'impact sur l'intérêt de nos opticiens à découvrir la collection. D'accord. Idem pour Nina Ricci. Le lancement fin 2024 en parfum, donc sur Nina Ricci, nous a permis dès le début d'année de 2025 d'avoir une meilleure réception de notre collection sur le marché. Ça veut dire évidemment que ce lien, lorsqu'il s'agit d'une marque de licence aujourd'hui, il est évidemment essentiel, mais qu'il vous rend aussi dépendant. C'est-à-dire que demain, ça veut dire qu'en gros, les résultats, le succès d'une monture de marque, que ce soit Nina Ricci, Zadig & Voltaire ou Porsche, vous l'évoquiez tout à l'heure, est aussi lié à l'actualité de cette marque. Oui, toujours.
le succès de nos collections sur le marché français ou dans le monde, elles vont être liées aussi au plan de communication de ces marques, voilà, au plan d'investissement, au nouveau directeur artistique d'une marque, typiquement. Bien sûr. Donc on faisait référence à Zac Efron pour Police parce que c'est votre marque à vous, mais pour Nina Ricci ou Zadig & Voltaire, évidemment, ce sera leurs ambassadeurs à eux. Oui. Et vous allez être là-dessus, vous n'aurez pas votre mot à dire. Au-delà d'une interdépendance, on est plutôt interconnecté dans le succès. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur Zadig & Voltaire ou Nina Ricci. Voilà, c'est toujours un travail à quatre mains, ou en tout cas sur deux entités, pour pouvoir faire progresser en tout cas nos marques. Alors l'année 2026 est également riche en actualité pour le groupe de Rigaud. Et ça a d'ailleurs déjà bien commencé avec notamment le 10e anniversaire du modèle Red Carpet Chopard qui a été lancé lors du Festival de Cannes, là, il y a quelques jours. Exactement, une très belle célébration puisqu'on célébrait 10 ans de collaboration avec notre licence Chopard dans la confection d'une édition limitée chaque année pour le Festival de Cannes. Donc une très belle célébration de notre 10e anniversaire cette année. Il faut préciser que c'est un modèle qui chaque année est dévoilé au moment du Festival de Cannes. Exactement. Le 5e anniversaire aussi de la marque Yalea qui sera célébré cette année au Silmo. Et oui, notre marque maison féminine, on célèbre les 5 ans de notre collection. On est fiers parce que c'est vraiment une marque féminine créée par des femmes, pour des femmes, avec de vraies valeurs éthiques. Donc voilà, très heureux de pouvoir célébrer et le célébrer sur le Silmo 2026. Silmo Paris 2026 au Parc des Expositions de Paris-Nord, Villepinte. Et puis une marque engagée notamment à travers des collaborations avec Médecins Sans Frontières et Octobre Rose. Oui. On peut en parler également. On peut en parler. À l'occasion de la Fête des Mères cette année, en effet, Yalea s'est associé avec Médecins Sans Frontières. L'objectif est de pouvoir aider, en effet, notamment de jeunes filles à réintégrer l'école à travers l'association Médecins Sans Frontières. On a toujours soutenu notamment l'Afghanistan dans cette orientation-là. On parlait tout à l'heure de Zac Efron, ambassadeur de la marque Police. Il y a une actualité également qui tourne autour d'un autre ambassadeur qui est, et pas des moindres, Orlando Bloom, ambassadeur de la marque Porsche Design. Vous l'évoquiez tout à l'heure, cette très belle marque qui connaît un très très grand succès en ce moment. Une édition limitée est prévue pour cet été. Cet été, donc c'est le modèle Targa, donc on a tout le temps une édition limitée. Cette année, donc Orlando Bloom a souhaité mettre aussi Targa, c'est le modèle c'est une marque, enfin un modèle de Porsche. Exactement. Évidemment, mythique. Et donc on a réinterprété toujours le lien entre la marque et de lunettes et la licence. Donc un modèle Targa où là Orlando Bloom est venu apposer un petit peu aussi sa signature. C'est un coffret spécial donc qui est lancé là à la fin du printemps. Pour une Porsche Targa achetée, un modèle Targa de Porsche Design offert ? Je l'espère à tous ceux qui vont acheter les montures, mais ce ne sera pas en effet cofinancé par le groupe de Rigaud. Et l'inverse, encore moins, j'imagine. C'est-à-dire pour tout paire de lunettes, pour tout paire solaire acheté de Porsche Design, il n'y aura pas la voiture offerte avec. Non, c'est ça, exactement. Ça, c'est sûr. Exactement. Bon, alors, on parlait effectivement de ces ambassadeurs qui jouent un rôle clé quand même dans la visibilité des marques aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a une vraie attente, enfin, en tous les cas, un vrai lien entre le public et ses personnalités. Et ce lien, aujourd'hui, on a pu constater qu'il se reportait justement dans le domaine commercial, que ce soit pour effectivement ces marques de mode, dans effectivement la vente de parfums, la vente de lunettes, dans la vente d'accessoires de mode. L'ambassadeur aujourd'hui d'une marque, il est très important. Parce que c'est l'image de la marque, d'une collection. On va reparler de Police, mais le succès de Police aussi, ça a été les choix au fil de son histoire des différents ambassadeurs. Comment est-ce qu'on choisit d'ailleurs ? On choisit. C'est pas évident.
Ah non, c'est pas évident. Pour la marque Police, les premiers ambassadeurs ont toujours été des acteurs de cinéma. Ensuite, on s'est orienté sur des personnalités qui évoluent dans le milieu sportif. Avec Zac Efron, on revient à l'univers du cinéma. Le premier critère, c'est la notoriété internationale, puisque la marque Police, par exemple, est commercialisée de manière mondiale. Et puis, en effet, avoir un ambassadeur ou une ambassadrice qui puisse être présent lors d'événements sur la marque. Donc voilà, le choix, il est parfois cornélien, mais il est très important pour l'image d'une marque. Un dernier mot, Romain Vanini, le marché de la lunetterie évolue beaucoup ces dernières années entre digitalisation, nouvelle attente des consommateurs et puis les enjeux aussi environnementaux dont on parle beaucoup, et notamment dans Silmo News, avec notamment nos capsules RSE. Quelles sont selon vous les grandes transformations du secteur aujourd'hui ? Les grandes transformations, c'est surtout la partie durabilité, traçabilité. Sur le volet social, on va dire responsabilité sociale, voilà, c'est à chaque entreprise de jouer cette carte-là. Dans l'industrie, et notamment en France, oui, on a un besoin de pouvoir se concentrer sur le développement durable, donc à travers les matériaux, à travers la seconde vie de nos produits. Voilà, c'est les enjeux qui vont nous animer aussi pendant l'année 2026. Merci beaucoup Romain Vanini pour cet éclairage très intéressant sur évidemment la stratégie du groupe de Rigaud pour 2026 et on se dit à très bientôt sur Silmo Paris. Exactement, merci Mickaël. Merci Mickaël, merci Romain Vanini. Alors si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Derigo, eh bien rendez-vous sur leur site derigo.com et autre site sur lequel vous pouvez aller aussi pour retrouver toute l'actualité de la filière optique lunetterie, eh bien c'est sur silmoparis.com. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Silmo News le mois prochain. D'ici là, on ne se perd pas de vue.